Bonjour, je suis ravie d'être parmi vous ce matin pour cette rencontre sur la culture et le sport. De nombreux liens à créer. Je voulais d'abord remercier la tribune, bien sûr, pour leur invitation. Et je voulais surtout dire deux choses, au nom d'ONU Femmes France également. D'abord que la culture et le sport, finalement, partagent un combat qui est l'inégalité. Quand on regarde le dernier observatoire de la culture, de l'égalité dans la culture entre les hommes et les femmes, on constate encore à quel point, en termes d'égalité salariale, d'accès aux productions, de représentation dans les médias ou dans l'univers culturel, il y a des différences. Donc il y a encore du travail. Et le travail, c'est pas simplement, et ça c'est quelque chose qui m'est cher dans les cercles de l'entre-soi. Changer le monde, c'est le changer entre nous, mais c'est aussi aller au-delà pour porter cette parole et lutter au-delà d'un cercle restreint. Et le deuxième point qui m'est particulièrement cher, c'est le fait que, comme l'a dit une des intervenantes, finalement, dans la culture, il y a une dissolution des frontières, d'une certaine manière. C'est-à-dire que quand on est émerveillé par une œuvre ou que l'on est dans la passion d'un moment sportif, il y a une chose que l'on a en commun, c'est qu'on se retrouve au-delà de différences, au-delà de spécificités. Et je reprends là un terme qu'utilisait Édouard Glissant, qui est un de mes grands auteurs fétiches. La culture, c'est un conducteur de relations, d'une certaine manière. Et ça permet d'aller au-delà de ses frontières. Je voulais aussi, pour terminer, vous dire à quel point pour ONU Femmes, dans le monde, en fait, la culture est un outil, ainsi que le sport d'ailleurs, pour parler, pour évoquer, pour travailler autour de sujets comme la violence faite aux femmes, des sujets qui sont terribles aujourd'hui. On a des très grands défis et des drames dans le monde, des urgences en Ukraine, en Afghanistan, en Syrie, en Haïti, mais aussi dans d'autres pays, en Afrique évidemment, en RDC, dans énormément d'endroits du monde, pratiquement partout. Il faut agir. Et je voulais citer cette phrase magnifique de Sagan, qui parle de la littérature, mais que l'on pourrait aussi appliquer à la culture. La littérature m'a toujours donné cette impression qu'il y avait un incendie quelque part et qu'il me fallait l'éteindre. Et sans doute que l'égalité, c'est une manière d'aller essayer de minimiser ou d'éteindre les incendies. Et pour ONU Femmes, c'est en Nouvelle-Guinée, en Égypte, au Mexique, au Brésil, en Géorgie et dans tous les endroits que j'ai cités tout à l'heure. Demain, il faudra inventer, je me tourne ensuite vers ces femmes exceptionnelles qui constituent notre panel du jour, il faudra inventer sans doute de nouvelles jonctions entre la culture et les sports. Et je pense que les femmes auront un rôle important à jouer. Je fais un clin d'œil à Sarah, je ne sais pas si elle est là, ou Ramoun, avec laquelle j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Et j'embrasse aussi fort Laurence Fischer, si elle est dans les parages, qui saura pourquoi je la cite. Merci, on démarre cette table ronde, mesdames. Et je suis vraiment ravie d'être parmi vous. Alors, je vais vous présenter. Merci beaucoup. C'est bien, d'une certaine manière, ce format non conventionnel. Je trouve que c'est intéressant. Alors, Muriel Beyer, ça fait 30 ans, plus de 30 ans même, que vous travaillez dans le secteur de l'édition. Muriel est directrice et fondatrice des éditions de l'Observatoire. Elle est directrice générale adjointe du groupe Human6, qui regroupe plusieurs éditeurs, les éditions de l'Observatoire, les éditions des Équateurs, les PUF, que sais-je, Belin, Humain Science, Passé Composé notamment. Et l'Observatoire, en fait, a une tradition ou une approche qui est assez intéressante par rapport au jour qui nous rassemble, puisque votre ligne directrice est anticiper et comprendre le monde qui vient. Et vous publiez donc de la fiction et la non-fiction. Merci d'être avec nous, Muriel. Merci. Claire, je me tourne vers vous. Claire, merci aussi d'être parmi nous, chef d'orchestre. Chef, d'ailleurs, vous y tenez parce que c'est écrit comme cela sur votre biographie. Chef E. Oui. 2 FE. Vous avez débuté votre carrière à l'Opéra National de Lyon. Vous êtes devenue la première femme à diriger l'orchestre de la Scala et des musiciens de la Philharmonie de Berlin. Vous avez un parcours incroyable, régulièrement invité par de très grandes, prestigieuses institutions nationales et internationales. Vous êtes aussi très attaché à la création et vous avez collaboré avec de nombreux créateurs et compositeurs très connus. Vous avez créé en 2011 le Paris Mozart Orchestra et vous avez donné à peu près une 30aine de concerts par an avec cette structure. Vous allez aussi dans des lieux, j'ai envie de dire, éloignés de la culture, et ça vous tient à cœur, pour transmettre justement la passion de la musique classique. Et vous êtes aussi co-directrice de la Maestra, un parcours encore une fois d'une richesse incroyable. Vous avez publié en 2010 La musique à main nue aux éditions de l'Iconoclaste. Merci d'être là. Merci. Ensuite, nous accueillons Rachel Kahn. Merci Rachel également. Alors pareil, Rachel, ce qui est incroyable, c'est que votre parcours, c'est l'incarnation parfaite de la culture et du sport, d'une certaine manière, la rencontre entre ces deux univers. Donc Rachel est danseuse classique, championne de France d'athlétisme, juriste en droit public et international. Vous avez mené pas mal de travaux sur les droits fondamentaux,
et le principe de non-discrimination. Vous avez aussi travaillé comme conseillère du président de la région Île-de-France, comédienne, télé, théâtre, cinéma, scénariste, auteur, vraiment une grande richesse dans votre parcours. Vous avez participé aussi à un ouvrage chez Anne Carrière qui s'appelle « Noir n'est pas mon métier » aux éditions du Seuil. Et en 2019, vous êtes devenue directrice générale de l'association 1000 Visages. Vous avez aussi été président de la commission jeunesse et sport de la LICRA. Donc encore une fois, un ancrage dans ces deux univers. Et vous êtes dans pas mal de médias, on vous voit régulièrement sur LCI. Vous êtes responsable aussi des pages culture dans le journal Franc-Tireur. Un parcours, encore une fois, émérite. Et enfin, je termine parce que je pense que c'est important de le citer, votre ouvrage, dernier ouvrage, Racé, un essai qui est sorti le 10 mars 2021 aux éditions de l'Observatoire, donc une bonne maison, s'il en est. Et vous avez reçu pour cet ouvrage le prix du livre politique 2021 et le prix des droits de l'homme 2021. Merci beaucoup. Vous avez vu donc trois intervenantes exceptionnelles ce matin. Alors, on commence tout de suite notre voyage dans ce sujet. Le premier sujet, finalement, c'est au fond la culture. Est-ce encore un territoire où l'inégalité fait la loi? C'est quand même un peu le premier thème que l'on va évoquer. Et la première question, c'est vous, par rapport à votre parcours personnel, est-ce que vous avez vécu dans l'univers culturel les inégalités? Comment vous avez expérimenté ou pas d'ailleurs ce sujet? Muriel. Alors, dans le domaine de la culture, enfin dans le domaine qui est le mien, dans l'édition, on dit que c'est extrêmement féminisé, donc on ne peut pas dire qu'il y ait une discrimination. Mais, je mets un mais, c'est que moi, quand je suis rentrée dans l'édition, évidemment, bon, il y avait beaucoup d'éditrices, beaucoup de jeunes femmes à la communication, mais pas dans les postes de direction. Et il était courant de dire, moi on me disait, oui, bon bah toi la culture, les textes, ok, mais un cours d'exploitation, tu sais pas le faire. Donc ça, c'est quelque chose qui a quand même évolué. Là, je parle de mes débuts. Et petit à petit, les femmes ont conquis leur place de direction. Voilà, parce que dans l'édition, il y a beaucoup de secteurs. Vous êtes éditeur, vous êtes attaché de presse et vous dirigez des maisons d'édition. À la direction des maisons d'édition, ça a été un petit peu plus lent, mais je dois dire qu'on fait partie des secteurs où ça a quand même évolué dans le bon sens, puisqu'aujourd'hui, il y a des jeunes femmes qui dirigent des maisons d'édition. Moi, je dirige un groupe d'édition et puis il y a des très bonnes éditrices qui sont devenues patronnes de maisons. Ça a pris un petit peu de temps, mais je crois qu'on est un secteur assez favorisé par rapport à ça. Merci Muriel. Claire ou Rachel, un témoignage? Alors, les orchestres se sont féminisés, car au départ, les conservatoires étaient interdits aux femmes. Petit à petit, certaines classes se sont ouvertes. Maintenant, toutes les classes sont ouvertes, bien sûr. Et je pense que vous savez tous que pour que les femmes entrent dans les orchestres, l'utilisation d'un paravent, pour que les concours se passent derrière un paravent, ça a été extrêmement utile. C'est comme le curriculum vitae anonyme. Et ça a permis à beaucoup de femmes d'accéder en finale et à équilibrer la présence des femmes dans les orchestres. Alors, pour le poste de chef d'orchestre, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est un poste de pouvoir et puis aussi il y a une certaine notoriété. Et vous savez, il y a 4 ans, on était encore 4% de femmes programmées pour des concerts dans les grandes institutions culturelles françaises. Et puis, depuis le concours que j'ai créé avec la Philharmonie de Paris pour les femmes, justement, on va parler de pourquoi j'ai créé ce concours, eh bien, on est passé à 10% de femmes dirigeant des concerts en France. En Europe, voilà, on est à 8%. En tout cas, c'était un moment incroyable, ce concours, qui voulait justement mettre en valeur des talents que personne ne connaissait, des talents incroyables. Et je ne sais pas si c'est maintenant que je peux vous raconter. Allez-y, on est très libre. Ah, c'est vrai, je veux pas. Totalement. Avec moi, c'est toujours oui. Comme ça. Écoutez, la semaine dernière, j'étais dans un jury de concours de direction d'orchestre dans le sud de l'Italie, dans la merveilleuse petite ville Matera, qui est capitale européenne de la culture. J'étais la seule femme dans le jury et j'ai eu un mal fou à faire passer en finale une jeune Lituanienne qui avait un grand talent. Et j'ai subi la colère d'hommes chefs d'orchestre très traditionnels dans leur conception du métier.
Et voilà, je vois que commence ce matin à Monte-Carlo un concours de direction d'orchestre où il y a une femme dans le jury, dans un jury de 10 personnes, et sur les 18 candidats, il y a 3 femmes seulement. Et quand j'ai créé ce concours, je venais d'être invitée à Mexico pour être aussi au jury d'un concours de direction d'orchestre. Et le premier jour, quand j'arrive, il y a un chef d'orchestre mexicain qui vient vers moi et qui me dit « Madame, mon médecin, qui est un grand scientifique, me dit que biologiquement, les femmes ne peuvent pas être chefs d'orchestre. » J'ai cru que c'était vraiment une blague. Et je lui dis, écoutez, ça fait vraiment un certain nombre d'années que je fais ce métier. Expliquez-moi en quoi biologiquement je suis anormale, parce que je ne le sens pas. Il me dit, madame, c'est la science, les femmes ont les bras tournés vers l'avant. J'ai dit, ah bon? Moi, j'ai bien la main, le bras comme ça. Il me dit, écoutez, je lui dis, et pourquoi est-ce que les femmes auraient les bras tournés vers l'avant? Et c'était en septembre 2018, il me dit, et madame, c'est tout naturel. C'est pour tenir les bébés dans leurs bras. Ah, donc, c'était en 2018, septembre 2018. Et le lendemain, j'avais rendez-vous, je suis rentrée à Paris. J'ai résisté parce que quand c'était une femme qui passait, il se cachait sous sa veste et il refusait de voter. On a réussi à faire passer une jeune chinoise en finale. Elle a eu autant de voix qu'un jeune homme. Et la direction du concours n'a pas voulu donner de prix ex aequo, et à qui on a donné le deuxième prix, c'était à la femme. Et le lendemain, j'avais rendez-vous avec une des mécènes de mon orchestre, le Paris Mozart Orchestra. Et quand je lui ai raconté ça, elle m'a dit, Claire, faut y aller. Je vous finance un concours pour femmes. Et moi, j'étais hésitante. Je lui ai dit, mais est-ce que je vais rendre service aux femmes en faisant un concours réservé aux femmes? Nous, on aime la compétition entre hommes et femmes. Et puis, je pourrais en dire beaucoup, beaucoup plus. Ça a été extrêmement utile. Et je l'ai fait avec des hommes qui croyaient dans les femmes, avec Laurent Bell, le directeur de la Philharmonie, et ça se continue avec Olivier Mantéi. Et le premier concours a eu lieu 1 an après. On a eu 222 candidates de 51 nationalités et ça a été magnifique. Donc et on continue, on continue, on a fait une 2e édition, mais on va faire une 3e édition et après on va voir si les statistiques montent un peu plus. C'est important. À ce moment-là, Mesurer. On transformera le concours Toujours en concours mixte. L'impact. Ah, très bien. Oui, mais en gardant toujours une femme présidente du jury, parce que dans le monde entier, les concours de direction d'orchestre sont présidés par des hommes. Et on gardera aussi une parité femmes-hommes, ce qui est déjà actuel, dans les membres du jury, parce que partout, vous voyez, je me retrouve seule voilà. Vous avez déjà la vision de ce que vous allez en faire. Merci Claire, c'est une très très belle histoire en tous les cas. Rachel, vous, comment vous vivez ce sujet ? Déjà, bonjour à toutes et tous, et puis merci pour cette invitation, merci à la tribune. Et puis je suis ravie d'être sur cette table ronde avec évidemment Muriel Béher, mais qui donc mon éditrice, et puis vous, madame, dont le travail est admirable. Déjà, c'est vrai que au niveau des directions, alors il y a beaucoup de sujets sur la culture, parce que moi j'étais en charge de la culture, évidemment, dans toutes les pratiques et toutes les esthétiques, en tout cas sur le livre, la lecture, mais aussi sur le cinéma. Je reviens du Festival de Cannes, et c'est vrai qu'au poste de direction, on a un président du Festival de Cannes, un directeur général. Au CNC, c'est aussi un homme. Donc, en fait, toute la chaîne, au niveau des directeurs, c'est vrai qu'ils sont présents. Ensuite, il y a eu quand même pas mal de mobilisation ces dernières années, et notamment pour les questions des salaires entre les comédiennes et les comédiens, l'égalité, mais aussi pour qu'il y ait plus de réalisatrices, aussi en matière de techniciens, et là je pense au cinéma, mais aussi au théâtre, parce que c'est vrai que au théâtre, il y a très peu, en fait, encore trop peu de techniciennes. Donc se permettre en fait cet accès à certains métiers, c'est vrai que c'est là où il faut qu'on se mobilise. Mais je voulais dire quelque chose quand même sur les questions d'égalité. C'est qu'au fond, l'égalité ne vaut rien sans la liberté. C'est-à-dire que on peut, oui, être payé au même niveau que les hommes, ou on peut avoir voix au chapitre en tant que femme. Mais si c'est pour que la parole soit tue et qu'on ne puisse pas s'exprimer librement, ça sert à rien. Donc, en fait, ces 2 principes-là sont intimement liés.
dans la manière de pouvoir exprimer soit nos essais, soit nos romans, soit nos idées. Et notamment, moi, celle que je défends, c'est ça que j'ai pu expérimenter. C'est-à-dire que, d'accord, on m'invitait, mais il est important, en fait, que ma parole puisse toujours être libre et que nos paroles, en tant que femmes, puissent être libres. Ouais. Ensuite, après, je voulais juste dire que les choses, quand même, changent. Et c'était par rapport à la table ronde de tout à l'heure. C'est vrai que moi, j'étais sportive de haut niveau. Bon, c'est un combat, le sport et la culture, quand on est une femme, peut-être un peu différent, parce que là, on est évidemment dans l'émancipation de soi et on va justement au-delà de ses limites. Mais ça bouge. Il y a dans le domaine de l'athlétisme, c'est vrai que lorsque j'ai commencé l'athlé, j'étais sprinteuse, donc championne de France en sprint, et que c'est ouvert des nouvelles disciplines, notamment le triple saut, qui n'était pas permis aux jeunes femmes. Et j'ai vécu un petit peu ça, en fait. Le triple saut était interdit aux femmes parce qu'on disait que biologiquement, c'était un problème et que ça pouvait créer plus de traumatisme pour les femmes. Et finalement, ça a été ouvert et je me suis aussi lancée dans cette discipline au niveau international. Voilà. Belle histoire aussi. Alors, pas de problème pour faire du triple saut quand on est une femme. On n'a pas de spécificité anatomique qui nous en empêcherait. C'est une bonne nouvelle. Mais peut-être que les hommes sont plus triple saut que nous, les femmes, qui ne sommes pas... Peut-être que symboliquement, effectivement. La question de la liberté, elle est importante parce qu'on ne peut pas acheter l'égalité. C'est quelque chose qui va profondément dans la culture et donc on ne peut pas simplement la décréter ou la déclamer. Évidemment que les règles et les lois, c'est fondamental. Le droit, c'est fondamental. Mais il faut aussi que naturellement, j'ai envie de dire, ou spontanément plutôt, le mot est peut-être plus approprié, on ait la liberté effectivement d'être, de s'émanciper, de devenir. Vos sources d'inspiration, parce que nous, quand on rencontre des filles sur le terrain, des jeunes femmes qui veulent soit faire du sport, soit devenir de grandes écrivaines ou autres, ou les deux d'ailleurs parfois, elles ont souvent besoin de rôle modèles, de gens qui les inspirent, qui créent un déclic. Parfois, une seule phrase sur le terrain crée un déclic. On a des témoignages comme cela. Vous, qui vous a inspiré dans votre parcours, femme ou homme d'ailleurs ? Alors, moi, la personne qui m'a le plus inspirée dans mon parcours, c'était, j'ai eu la chance d'apprendre mon métier avec elle, c'est Françoise Verny, qui était une grande dame de l'édition, et surtout qui a apporté quelque chose de très nouveau, c'est-à-dire une grande liberté. L'édition était un monde fermé, on était un peu entre soi, et elle a beaucoup ouvert déjà vers l'audiovisuel, puisqu'elle a fait aussi des adaptations, elle travaillait sur des adaptations de livres, etc. Donc elle a créé un lien entre le monde de l'écrit et le monde audiovisuel, et puis surtout, elle n'a pas craint de sortir des sentiers battus, c'est-à-dire d'éditer des gens qui étaient un petit peu sulfureux ou différents, et elle fonctionnait beaucoup à l'intuition. Et elle m'a dit une phrase qui m'a suivie tout au long de ma carrière, je dirais, c'est que, en parlant de la fiction, par exemple, elle me disait, au fond, tu peux avoir un roman qui est mal foutu, après c'est ton travail d'essayer de le restructurer. En revanche, tu ne donneras jamais de musique et d'écriture à quelqu'un qui n'en a pas. Donc là, tu laisses tomber. C'est pas la peine. Un écrivain, on ne le fabrique pas. On le pousse le plus loin qu'il peut aller, mais on ne le fabrique pas. Ça, c'est valable pour la fiction. La non-fiction, c'est autre chose, c'est sentir l'air du temps, etc. Et ça, c'est vrai qu'elle avait beaucoup décloisonné les choses. Alors moi, j'ai eu la chance de travailler avec elle, puisque, comme je vous disais avant, c'était extrêmement fermé. C'est-à-dire, il y avait des réseaux, il y avait des amitiés, des inimitiés, etc. Et quand j'ai travaillé avec elle, j'ai vu qu'elle essayait de bousculer tout ça. Et je crois qu'elle a beaucoup apporté. Après, les gens qui m'ont inspiré, bon, c'est vraiment, évidemment, vu mon métier, c'est des écrivains, c'est ma culture littéraire, voilà. Mais dans le métier, c'est plutôt elle. Cette pionnière, donc, oui, Françoise Verny, vraiment. Qui a beaucoup compté pour vous. Rachel, vous, des rencontres fortes? Oui, j'ai eu la chance d'en avoir en fait quasiment tous les jours, des rencontres fortes, en tout cas de créer cette rencontre. Vous parliez de la relation, et c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec Édouard Glissant notamment pour monter le prix Carbet, le prix littéraire. Sinon, il y a eu aussi Manu Dibango dans l'ouverture et justement sur les questions d'égalité, lui qui est un ancien d'Afrique et qui a malgré tout ouvert sa musique au monde entier avec cet humanisme et cet universalisme-là. Et puis après, il y a une phrase, celle de Gainsbourg, qui dit, voilà, je connais mes limites, c'est pourquoi je vais au-delà. Je crois que cette phrase-là, elle est très importante dans mon quotidien. Et puis après, il y a des femmes, c'est vrai que Elisabeth Badinter, voilà, c'est ce genre de figure-là qui...
au quotidien se bat sur des valeurs, des principes qui nous font avancer et surtout qui créent en tant que femmes, justement, peut-être plus que chez les hommes, nos identités en mouvement. C'est vrai qu'on mute beaucoup dans Les grandes et les petites choses, qui était mon premier roman. C'est l'histoire d'une jeune fille en construction, aussi avec toutes ses origines. Mais c'est vrai qu'on a cette mutation, nous, profonde, tout au long de la vie. Et finalement, ça fait partie presque de nos signatures de femmes, d'être en mouvement perpétuel et en recherche perpétuelle. Et des figures de femmes comme ça, voilà, j'en ai pas mal et je suis très contente. Une vie riche. Ouais. Claire? Je suis d'une génération où j'étais vraiment très, très seule à faire ce métier. Je n'ai pas connu la grande Nadia Boulanger qui enseignait. Et c'est un Italien, un grand maestro, Claudio Abbado, qui a été mon mentor et qui croyait dans le talent des femmes et qui m'a beaucoup, beaucoup encouragée. Vous me demandez une phrase et je pense à celle-là. Il y a une place spéciale en enfer pour les femmes qui n'aident pas les autres femmes. Absolument. Qui a dit cette phrase? Madeleine Albright. Ah, c'est Madeleine Albright. Oui, c'est une très belle phrase, effectivement, qui prône des valeurs de solidarité, Oui. de sororité. Il y a une autre phrase que j'aime bien de Viviane Reding, de la Commission européenne, qui est « We don't like quotas, but we like what they do ». Exactement, oui. Oui, et pour citer aussi Geneviève Fraisse, on ne crée l'égalité que par la contrainte. Le quota peut être philosophiquement dérangeant, mais il est redoutable quand il s'agit d'impact. Et aujourd'hui, après avoir beaucoup plaidoyé sur ce sujet depuis des décennies, on a besoin de changements concrets, clairs. Justement, je viens au changement. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire pour justement que l'égalité soit plus au rendez-vous dans vos secteurs, dans vos métiers, et comment les hommes, on les embarque? On en a parlé ce matin, il y a pas mal d'hommes ici, et merci, ravi que vous soyez là. Comment est-ce qu'on crée finalement le fait que ce soit un mouvement de société plus qu'un mouvement partisan? C'est pas un mouvement partisan, l'égalité, c'est un progrès de société. Oui, c'est un progrès de société. Je crois que, alors, à mon niveau et dans mon secteur, la manière de faire bouger les lignes, c'est par les écrits. C'est par les écrits. Alors, je dirais pas que c'est... Il se trouve que, quand j'ai créé l'Observatoire, j'étais très fière de publier, et il se trouve qu'il y a eu beaucoup de femmes qui ont publié des essais, et on disait souvent que les essais étaient réservés aux hommes. Bon, je ne sais pas très bien pourquoi. On pensait que les femmes ne pensaient pas qu'elles écrivaient des romans, voire des choses légères. Donc là, j'avoue que c'était pas évidemment ma conception, sinon j'aurais pas fait ce métier. Et il est vrai qu'à l'Observatoire, je suis très fière d'avoir publié des essais, bon, de Rachel, bien sûr, mais aussi Claire Marin, Aurélie Jean sur les algorithmes. C'était pas évident quand même d'imposer une jeune femme qui travaille sur les algorithmes, Juliette Funès qui est philosophe. Donc toutes ces femmes-là, je dirais qu'en fait ça n'a pas été un choix de ma part, mais ça a démontré un phénomène de société qui était en train d'émerger. Les éditeurs, nous, on est des accompagnateurs. On ne crée rien, on ne crée pas les mouvements de société. Comme je disais, il faut les anticiper, il faut les sentir, et puis il y a des conjonctions qu'il faut accompagner. Donc voilà, c'est par les écrits, c'est par la pensée qu'on peut faire avancer les choses. Après, au niveau de l'égalité à l'intérieur des sociétés, de l'égalité salariale, je vais dire qu'aujourd'hui, au moment de ma carrière, je suis à un poste de direction et que j'y veille fortement. Mais là, c'est un peu le hasard et j'ai pas à me battre puisque c'est moi qui décide. Donc je fais un petit peu attention quand même. C'est une bonne solution finalement. Et peut-être que mon parcours, heureusement, j'ai pu arriver à être un poste de direction où je fais très attention justement à l'égalité des salaires, puisqu'encore une fois, on a moins de difficultés dans l'édition que dans d'autres secteurs, puisqu'il y a quand même énormément de femmes. Donc au niveau de mon rôle, c'est de faire très attention à leur donner la parole, surtout. En fait, c'est là où je peux avoir un rôle à jouer. Oui. Et embarquer les hommes aussi dans cette Non, les hommes affaire. sont embarqués parce que d'abord, je vais vous dire un truc qui fait souvent sourire, mais tout le monde veut être édité et tout le monde a forcément un magnifique essai ou un magnifique roman dans son tiroir. Donc, j'ai pas trop de difficultés à embarquer les hommes, c'est pas le sujet. Alors, en revanche, sur l'égalité, moi, je voudrais dire une chose. Je fais partie de cette génération où, comme vous le disiez, la parité est un peu révoltante, mais elle est un mal nécessaire. Je pense qu'il fallait en passer par là. En revanche, dans l'édition, je raisonne pas comme ça. Je raisonne sur la qualité. Que ce soit un homme ou une femme, au fond, il se trouve que j'ai pu donner la parole à des femmes et j'en suis très fière, mais si elles n'avaient pas été compétentes, je ne les aurais pas éditées.
C'est pas parce qu'elles sont des femmes que je vais me dire je vais plutôt prendre celle-là que celui-là. C'est vraiment la qualité d'écriture, le talent et la pensée. Voilà, je ne fais pas de... Voilà, je déteste me dire je vais prendre ce livre parce que c'est une femme. Ça serait d'abord humiliant pour elle, je trouve. Et ça serait horrible pour un homme qui a écrit un magnifique essai ou un magnifique roman de dire ah ben non parce que voilà j'ai tant de livres écrits par des femmes et tant de livres écrits par des hommes. On peut pas, dans la culture, on peut pas raisonner comme ça. Oui, ce serait peut-être dévoyer votre métier d'une certaine manière. Oui, ça serait autre chose. De l'éditeur, bien sûr. Stupide. Ou alors vous créez une maison. Moi j'ai vu qu'il y avait des maisons d'édition qui étaient créées, ce qui me laisse absolument pantoise, qui ne publient que des femmes. Là, j'avoue que c'est une vision de la culture qui est tout aussi réductrice, je crois, par rapport à la création, par rapport à la pensée, que se faisaient des quotas culturels. Ça me hérisse un petit peu. Moi, je raisonne en termes de pensée et de talent. Voilà, c'est tout. Merci Muriel. Rachel? Oui, je partage évidemment. C'est-à-dire que à la fois la parole et l'écriture, c'est Hannah Arendt qui disait que voilà, le mot et l'engagement par les mots était déjà le début de l'action. Donc déjà, ça c'est important. Après, c'est plus une question d'être main dans la main. Et c'est vrai qu'avec les hommes, alors certains pensent que les hommes font partie du problème. Moi, je pense plutôt qu'ils font partie de la solution, évidemment. Mais que sur tous les motifs de discrimination, et je partage ça avec un auteur que j'adore et qui est aussi chez Muriel, qui est Philippe Val, et qui met dans son dernier ouvrage, son dictionnaire, que au fond, cette discrimination-là, entre les femmes et les hommes, c'est la mère de toutes les discriminations. Et c'est la réalité. Dans un pays où il y a cette scission entre les genres, eh bien, c'est pas un pays qui va bien pour tout le reste, en réalité, qui est sur la xénophobie, l'antisémitisme, l'homophobie, etc., etc. Et puis, d'avoir conscience, et ça, c'est John Lennon qui... Enfin, je vous regarde, John Lennon, alors que... Moi, J'aime beaucoup. Voilà, vous l'avez senti. Elle est fan. D'accord. C'était sur la question harmonie, c'est vrai, avec l'énergie de John Lennon, qui avait une chanson qui s'appelle Woman is the Negro of the World. Donc la femme est le nègre de l'humanité, du monde. Et avoir cette conscience-là, peut-être... permet de voir où se situe l'enjeu. Et vous parliez de ça concerne tout le monde. Effectivement, ça concerne tout le monde et au-delà des frontières, parce que cet enjeu-là, finalement, il révèle nos interdépendances et notre solidarité. On a publié un petit ouvrage par rapport aux femmes afghanes l'année dernière. Et vous citiez aussi l'Afrique, ce qui se passe en RDC en ce moment aussi. Bon. Et effectivement, d'avoir ce lien sur ce sujet-là, sur cet enjeu-là, qui cristallise finalement tous les autres enjeux de toutes les formes d'intolérance et de discrimination, à mon avis, c'est par ce biais-là qu'il faut prendre les choses. Oui, et puis c'est vrai qu'un point qui est essentiel, c'est que toutes les sociétés où les droits des femmes sont les plus avancés sont des sociétés où les droits humains, je prends l'expression droits humains exprès, sont les plus avancés. Donc il y a un lien effectivement très proche, ça a été étudié. Claire? Oui, tout le concours La Maestra a été retransmis en direct sur Arte. Émilie de Jong s'y est beaucoup intéressée. Et c'était tellement bien retransmis pendant 4 jours comme un thriller que ça présentait ces femmes qui dirigeaient d'une manière magnifique et c'est devenu moderne d'une certaine façon et à la mode de programmer des femmes. Il n'y a pas un manager actuellement en France qui, dans sa saison, ne mettra pas comme alibi au moins une femme pour avoir l'air au moins d'être dans le coup. Et c'est pas suffisant, bien sûr. Et ce que je voulais dire, c'est que les musiciens qui entrent dans mon orchestre et qui jouent avec moi signent une charte qui est inspirée de la charte des droits fondamentaux. Et tous ensemble, on lutte contre toutes les formes de discrimination. Il n'y a pas, disons, une discrimination qui est plus terrible qu'une autre. On lutte contre aussi bien le racisme, l'antisémitisme, le sexisme, l'homophobie, etc., les différentes orientations. Et ça crée un lien formidable. Mon orchestre est mixte, bien sûr. Il ne me viendrait pas l'idée de faire un orchestre féminin. Mais même avec mes meilleurs amis,
il faut sans arrêt être vigilant parce que les réseaux existent et les réseaux sont plus des réseaux d'hommes. Les réseaux féminins sont pas assez constitués encore, mais on y arrive. J'ai un orchestre avec des hommes et des femmes qui se partagent les postes de responsabilité, c'est-à-dire les postes de solistes. Merci beaucoup. Deuxième temps de notre discussion, on disait tout à l'heure que la culture, comme le sport d'ailleurs, pouvait être des vecteurs extrêmement puissants de plaidoyer, de sensibilisation et des armes d'émotion massive aussi, pour reprendre la belle expression de Vincent Lindon à Cannes. Comment vous voyez ce sujet? Est-ce que la culture, elle joue un rôle particulier dans la sensibilisation au sujet, notamment d'égalité? Oui, c'est essentiel. C'est essentiel puisque la culture, par définition, elle fait avancer, elle fait bouger les lignes. Il faut savoir que toute notre conscience politique, sociétale, en France, elle s'est construite par le roman. Le 19e, tous les romanciers du 19e, c'était des engagés politiques, des gens qui dénonçaient ou qui parlaient de la société. Alors, il y a eu une vague chez nous un petit peu, je parle de l'autofiction par exemple. Alors, on critique beaucoup l'autofiction, on dit oui, c'est du nombrilisme. Oui et non, parce qu'au fond, l'autofiction n'a d'intérêt que si elle parle de l'universel. Donc, il y a aussi une façon de parler d'universel. Et quand vous avez une Annie Ernaux qui parle justement d'une femme qui est amoureuse d'un homme beaucoup plus jeune, elle fait aussi bouger les lignes d'une certaine manière. C'est vrai que c'est de l'autofiction, mais ça fait aussi bouger les lignes. Ça montre une vision de la société qui évolue. Alors, c'est vrai pour le roman, c'est un peu notre tradition. Évidemment, c'est vrai dans les essais. J'aurais tendance à vous dire que si les livres et l'édition ne fait pas ça, à quoi elle sert ? Au fond. Oui, donc vous assumez la position engagée, parce que ça, c'est sujet à débat. Totalement. Est-ce que la culture doit être engagée? C'est un vrai débat. Alors, pour moi, oui. J'ai bâti l'Observatoire il y a 5 ans. Je venais de groupes où c'était des maisons beaucoup plus anciennes. Donc, quand vous avez des maisons anciennes, vous héritez un peu de la tradition d'une maison. Mais j'ai eu la chance de faire mes armes chez Flammarion et chez Plon ensuite. Et Plon était une maison engagée. C'était la maison du général de Gaulle. C'était la maison de terre humaine avec Lévi-Strauss. Donc j'ai un peu cette culture-là. C'est-à-dire qu'on fait avancer, on fait bouger les lignes parce que sinon, la culture me paraît un petit peu... il y a la culture loisir, pourquoi pas. Mais c'est en tous les cas pas ma conception ni de la fiction ni de la non-fiction. Et je revendique effectivement que ma maison est assez engagée, oui, absolument. Claire. Je me souviens qu'on était allé donner un concert, parce qu'on en donne beaucoup dans les établissements scolaires des académies de Créteil et Versailles, dans des établissements les plus éloignés de la culture. Et on était venu avec une création musicale de la compositrice Graciane Finzi, qui faisait voir à des jeunes de la ruralité et des jeunes de la banlieue des tableaux divers, dont les tableaux d'un peintre sartois, Théodore Boulard, et qui présentait une table avec des agriculteurs à table, bien courbés, bien fatigués, et debout derrière, une femme qui les servait. Et je me souviens que je leur ai dit « Tout est naturel pour vous ?» Alors, dans un collège, dans un lycée où il faut se dire que la diversité est représentée à 93%, il y a des garçons qui ont dit « Bah oui, elle mangera après, quoi ». Et puis, il y a une jeune fille qui s'est dit « Ah non », qui s'est levée et qui a dit « Non, les gars, au bled, c'était peut-être normal, mais ici, il faut que ça change ». Donc, avec la musique, avec des créations musicales et en mêlant les différents arts, l'art photographique, la peinture, la musique, la littérature, on arrive à susciter des réactions. Et que toutes les créations musicales que nous faisons, elles sont sous-tendues par un projet sociétal. Cette année, c'est autour du jardinier paysagiste incroyable qui est Gilles Clément, et ça s'appelle Le Jardin en mouvement. Et c'était pas si facile, par exemple, dans les écoles de banlieue, de les faire s'intéresser à l'écologie, parce que le pouvoir d'achat, pour eux, c'était plus important. Donc, on arrive avec différents thèmes. Et l'année prochaine, ça sera avec un livre de Maud Fontenoy sur l'océan, un océan de solutions. Donc, une musique et le rôle de l'océan. Donc, on peut faire... L'éducation artistique et culturelle participe beaucoup, et heureusement. Je pense que... On a peut-être souffert, et je crois que pendant la pandémie, tous les grands artistes ont pu comprendre que
on n'est pas déconsidéré artistiquement, parce que certains le croient, si on va jouer dans des endroits, si on est solidaire, si on va à la prison, à l'hôpital, dans les écoles de banlieue. Et c'est vrai qu'on est dans une économie culturelle très libérale et que les agents ne poussent pas leurs grands artistes à faire ce genre de concert parce que ça ne rapporte pas du tout la même chose que quand on fait un concert dans une grande salle européenne. Merci, Rachel. Oui, moi je considère que les artistes sont les législateurs de l'ombre. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de politique en ce moment, on est en pleine élection, bon. Mais en réalité, les artistes sont là pour, au fond, donner le là. Et à chaque fois, ça a été ça. Mozart, c'est ce qui s'est passé. Il y a dans les compositions, il y a déjà des choses qui prédisent en fait ce qui se passe. Et dans l'écriture, c'est comme ça. C'est une forme d'intuition où lorsqu'on va chercher dans les vibrations de ce que l'on doit écrire, on va dans un temps pour peut-être anticiper ou donner un peu des signaux d'alerte sur les choses. Et effectivement, sur les questions d'égalité ou sur les questions des injustices, au fond, je crois profondément au rôle et à la place de l'artiste, en tout cas à sa puissance. Et aussi à sa puissance réparatrice. Je suis allée beaucoup au Rwanda, notamment après le génocide. Et là, les femmes ont repris en main aussi ce pays parce que beaucoup d'hommes ont disparu au sein de l'Assemblée, mais elles travaillent aussi avec des artistes pour cette question de la réparation. Et c'est vrai que, moi je travaille sur des livres, mais aussi sur des scénarios. Donc il y a beaucoup de scénarios de biographie, enfin des biopics de femmes là, qui sont en préparation, des grandes figures féminines qui sont en préparation. Ça, c'est très important aussi dans la transmission de ce qu'ont fait les femmes, et notamment dans notre pays. Et je pense même à certaines souveraines de notre pays, pas que de la période contemporaine, qu'on oublie beaucoup. Et puis, c'est vrai que je travaille beaucoup en détention, donc avec un public d'hommes, avec soit des longues peines, soit des plus courtes peines, mais quand même minimum 3-5 ans. Et on me demande souvent d'arriver comme ça et de faire des ateliers sur l'égalité ou sur la laïcité. Ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que moi, j'y vais pas en disant, voilà, je vais vous parler de l'égalité. Je les mets autour d'une table et je leur dis plutôt, on va travailler sur un scénario, sur votre scénario. Et le premier exercice, c'était simplement, vous, quelles sont vos grandes figures féminines? Donc au début, c'était ma mère. Bon, j'ai dit, stop, on arrête avec votre mère. Quelles sont vos grandes figures féminines? Donc j'ai eu effectivement des figures. Et puis je dis, on va commencer à écrire votre scénario intime, votre histoire. Quelle est l'histoire que vous aimeriez porter au cinéma, vous? Donc au début, c'était un peu timide parce que c'est vrai que c'est quand même un pas de se dire on va pouvoir écrire un film. Et puis on a commencé un tour de table. Alors déjà, un film, il faut... dites-moi le prénom parce que de votre personnage principal avec une condition, c'est que ce personnage soit un personnage féminin. Donc on a fait un tour de table, Laetitia, Laïla, Vanessa, truc et tout. Ensuite, le personnage principal doit avoir des objectifs, des enjeux, un désir. Et au fil des tours de table, c'était Vanessa, son enjeu principal, c'est de pouvoir s'exprimer. Sophie, son enjeu principal, c'est de pouvoir trouver le métier dont elle rêve. Et à la fin, j'avais ce public qui n'est pas un public facile, qui à la fin était féministe. Voilà. Et c'est à travers, effectivement, la création et les histoires et les imaginaires qu'on peut véritablement embrasser, sans le savoir, presque à la manière de Monsieur Jourdain, mais la question de l'égalité. Oui, c'est ça. C'est sans le savoir, c'est très juste. Et en partant de l'histoire singulière des êtres et sans juger, sans jugement, c'est là où la fiction a un pouvoir incroyable. On arrive à la fin de cette table ronde, dans quelques minutes. Alors, je fais 2 questions en une. J'essaye parce qu'on a envie de vous écouter encore, mais on laisse aussi la place aux autres. Est-ce qu'il y a des liens, en fait, entre sport et culture, vous, qui pour vous sont évidents? On est aussi ici au Parc des Princes, dans un endroit mythique. Et enfin, le conseil, vraiment, que vous donneriez à des femmes, à des jeunes femmes qui ont envie de se réaliser pour innover et pour être les women future.
Le lien, je dirais, entre sport et culture, c'est le rêve personnel de se dépasser. Quand vous avez envie et que vous lancez dans le sport de haut niveau, j'ai une fille qui fait du sport de haut niveau, donc j'en discute beaucoup avec elle, c'est l'envie de se dépasser, l'envie d'aller au-delà. Et quand vous vous attelez à l'écriture d'un livre, c'est ça aussi quand même, hein, c'est aller le plus loin possible qu'on puisse aller pour soi, d'une manière personnelle. Parce que, bon, on dit on écrit pour le public, en fait on écrit pour soi aussi, parce que c'est une nécessité, c'est un besoin. Quand on fait du sport de haut niveau, on a envie de gagner bien sûr, mais c'est ça, on a envie de se dépasser soi-même. Enfin, c'est les discussions que j'ai avec ma fille, et donc je répète bêtement, puisque je ne suis pas du tout une sportive de haut niveau, mais en l'occurrence, c'est le dépassement au fond. Et on le fait pour soi. Il ne faut pas non plus expliquer qu'on le fait pour le lecteur, en l'occurrence dans l'édition, on le fait pour soi-même. Voilà. Merci Muriel. Rachel, Claire? Oui, le parallèle, effectivement, il y a le dépassement, mais aussi, je crois, le déplacement. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, on a fait une course, en l'occurrence un 100 mètres ou un saut, ou qu'on a écrit un livre, on se retrouve transformé. Donc c'est toujours une transformation de l'être. Et puis, il y a peut-être quelque chose de très fondamental, mais nous, en tant que femmes, peut-être qu'on sait mieux le faire que les hommes, peut-être. Et pourtant, je ne suis pas comme ça, mais... Vous avez dit peut-être. Peut-être. C'est-à-dire, en fait, d'aller au bout des choses. Un 100 mètres, il vaut quelque chose si on va jusqu'à la ligne d'arrivée, ou un 3000 mètres, ou un marathon, il vaut quelque chose si on est à la ligne de départ et on va jusqu'à l'arrivée. Pour un livre, c'est ça. C'est-à-dire qu'on écrit les premiers mots et l'objectif, c'est pas d'aller en finale, mais c'est quand même le point final. Et je trouve que nous, peut-être que là où on a un bagage en plus, c'est qu'en général, même au sein de la maison, quand on commence quelque chose, on termine jusqu'à peut-être la vaisselle et que l'évier soit nettoyé. Donc on va peut-être au bout des choses. Et ça, c'est intéressant. Voilà. Peut-être votre conseil aussi, du coup. Oui. Aller au bout des choses. Oui, bien sûr. Finir. Finir parce qu'ensuite, quand c'est fini, on peut redémarrer encore autre chose. Un nouveau cycle. Oui. J'étais dans un lycée à Gennevilliers la semaine dernière et parmi les classes qui collaboraient à notre projet musical, il y avait 14 rugbymen, jeunes en internat. Et on a commencé à échanger parce que le métier de musicien est extrêmement physique aussi, très charnel. On a commencé à leur expliquer les troubles musculo-squelettiques des musiciens qui sont graves et le fait de jouer d'un instrument ou même de diriger demande qu'on prenne soin de son corps. Mais je profite puisqu'on va se séparer. Je voudrais trouver un écrit, donc vous allez peut-être m'aider, pour une création musicale l'année des Jeux Olympiques sur la représentation du corps des hommes et des femmes, plutôt que sur les Jeux Olympiques. Alors, si vous avez quelque chose à me conseiller, je serais très, très, très preneuse. La demande est lancée. Merci, Claire. Merci infiniment à toutes les trois, Muriel Beyer, Rachel Kahn, Claire Gibault. C'était très intéressant. Merci à la tribune, encore une fois, pour ce bel événement. Moi, je voudrais terminer en disant que de toutes les rencontres de terrain que j'ai la chance de faire, ne doutez jamais que vous puissiez changer quelque chose à la vie. Changer la vie, c'est une formule connue. Tout le monde est capable de changer la donne à son niveau et d'embarquer les autres dans son aventure. Vraiment, croyez-y parce que c'est une réalité. Merci beaucoup. Merci. Passez une belle journée. Merci. Merci.